Le Colisée romain. L'air vibre d'un rugissement mêlant jubilation et fureur. Des milliers de voix crient à l'unisson, tandis que sur le sol de l'arène, la terre se teinte de rouge. Des hommes tombent, des chaînes traînent, des épées s'entrechoquent, et au milieu de ce chaos, une figure s'élève au-dessus de toutes, Démétrius, le lion du Nord. Pendant 3 ans, personne n'a pu le vaincre. Son nom était synonyme de peur pour les gladiateurs et d'espoir pour la foule qui l'acclamait. Mais l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas celle de sa gloire, mais celle de son humiliation la plus profonde. Car la plus grande bataille de Démétrius ne s'est pas déroulée avec une épée en main, mais face à un ennemi bien plus dangereux, l'obsession dévorante de l'homme le plus puissant de Rome, l'empereur Néron. Comment le gladiateur le plus invaincu de l'histoire a-t-il pu devenir prisonnier du désir d'un empereur? Vous le découvrirez dans les prochaines minutes, et ce que vous apprendrez révélera jusqu'où la corruption peut aller lorsque le pouvoir ne connaît aucune limite. Bien avant que son nom ne résonne dans le Colisée, Démétrius était déjà un guerrier. Il est né dans les montagnes de Thrace en 40 après Jésus-Christ, fils d'un chef tribal qui avait combattu pendant des décennies contre l'expansion romaine. Dès son plus jeune âge, sa vie a été marquée par le fer et la discipline, il a appris à manier l'épée presque en même temps qu'à marcher, et son corps s'est forgé dans la dureté de la guerre. C'était un homme d'une stature imposante, avec des muscles sculptés par l'entraînement et le combat. Ses cheveux blonds et ses yeux bleus si rares chez les Thraces lui valurent un surnom qui ferait le tour de Rome, le lion du Nord. Mais même les lions peuvent être trahis. En 61 après Jésus-Christ, lors d'une campagne contre les légions romaines, l'un de ses propres hommes livra l'emplacement de son camp contre de l'or. L'embuscade fut brutale. Démétrius se battit comme un démon, abattant plus d'une douzaine de légionnaires avant d'être piégé dans les filets et les tridents des chasseurs envoyés pour le capturer vivant. La coutume romaine dictait qu'un chef rebelle devait être exécuté sans délai. Mais ce jour-là, il se produisit autre chose. Les soldats qui l'avaient capturé furent tellement impressionnés par sa vaillance que, au lieu de le tuer, ils le vendirent à un homme qui y vit non un ennemi, mais une mine d'or, Lucius Aurelius Commodus, le laniste le plus prestigieux de Rome. Commodus savait reconnaître la matière première d'un champion. Il investit des fortunes dans son entraînement, le plaçant sous la tutelle des meilleurs instructeurs de l'Empire. Et Démétrius, combinant la férocité de ses racines barbares avec les techniques romaines raffinées, devint une légende vivante. Pendant 3 ans, son nom fut synonyme de spectacle, de force et de domination absolue dans l'arène. Mais son ascension fulgurante ne passa pas inaperçue. Du sommet du pouvoir impérial, quelqu'un observait attentivement. Quelqu'un dont l'admiration se transformerait bientôt en la chute de Démétrius, l'empereur Néron. Au début, la relation entre Néron et Démétrius semblait inoffensive. L'empereur, qui se considérait comme un artiste et un amoureux de la beauté, était fasciné par la présence du gladiateur. Il disait voir en lui l'union parfaite de la force, de l'harmonie et du pouvoir. Il n'observait pas les combats depuis la loge impériale, entouré de sénateurs et de nobles, mais depuis des balcons privés, cachés dans l'ombre, étudiant chaque mouvement, chaque geste de Démétrius dans l'arène. Ses serviteurs affirmaient qu'il passait des heures à parler de lui, le décrivant comme une œuvre d'art vivante. Il ordonna aux meilleurs sculpteurs et peintres de Rome de le représenter en marbre et sur toile. Son image commença à remplir les couloirs, les chambres et les jardins du palais. Ce qui semblait au départ être une simple admiration artistique devint rapidement quelque chose de plus sombre, une obsession maladive. Néron ne voyait plus Démétrius comme un gladiateur, ni même comme un homme. Il le voyait comme quelque chose à posséder, un trésor personnel, un objet existant uniquement pour son divertissement. Et lorsque le désir d'un empereur se mêle au pouvoir absolu, le résultat se termine rarement bien. Ce qui avait commencé comme de l'art allait bientôt devenir le plus grand cauchemar de la vie de Démétrius. Toute Rome attendait ce jour. Le 15 juillet 64 après Jésus-Christ, le Colisée fut rempli pour célébrer le 10e anniversaire de l'accession de Néron au trône. Parmi les défilés, les spectacles et les sacrifices, un événement spécial avait été prévu, le procès public de Démétrius, accusé à tort de conspirer contre l'empereur. C'était une farce. Néron lui-même avait inventé l'accusation, mais ce qu'il recherchait n'était pas la justice, c'était un spectacle repoussant les limites de l'endurance humaine. La sentence décrétée fut son exécution dans l'arène, affronter 5 gladiateurs en même temps. La foule s'attendait à voir tomber l'invincible. Mais ce qui se produisit dépassa toutes les attentes. Démétrius se battit comme un homme qui n'avait plus rien à perdre. À chaque mouvement, l'arène se teintait de sang, les corps tombaient, et le rugissement de la foule se transforma en un silence funèbre.
Un par un, ses ennemis furent vaincus jusqu'à ce qu'il reste enfin seul, couvert de sueur et de blessures, mais toujours debout, son épée levée vers le ciel. Et alors, quelque chose d'inquiétant se produisit. Démétrius leva les yeux, et ils rencontrèrent ceux de Néron. Depuis la loge impériale, le jeune empereur le regardait avec un mélange d'extase et de délire, comme s'il contemplait non pas un gladiateur, mais une création divine faite uniquement pour lui. Ce regard fut la véritable sentence. Cette même nuit, Démétrius fut convoqué au palais. Il croyait que sa victoire lui avait gagné la liberté ou du moins la reconnaissance de l'empereur. Il marcha vers les appartements impériaux convaincu qu'il recevrait une récompense. Mais au lieu de laurier, il trouva des filets, des chaînes, et le piège ultime qui allait changer son destin pour toujours. Les appartements privés de Néron sur le Palatin étaient un monument à l'opulence, marbre, tapisserie, parfums exotiques, pourtant cette nuit-là, tout semblait être un piège déguisé en luxe. Démétrius fut reçu non pas comme un champion, mais comme une proie. Les gardes prétoriens ne portaient pas d'épée, mais des filets et des chaînes. En quelques secondes, le lion du Nord fut immobilisé, capturé comme un animal sauvage. Confus, il réclama la liberté qu'il avait gagnée avec son sang dans l'arène. Néron, avec un sourire empoisonné, répondit qu'il n'avait jamais eu l'intention de le libérer. Son destin n'était pas de mourir, mais d'être transformé. L'empereur ne voulait pas d'un gladiateur, il voulait un trophée vivant, un symbole de pouvoir qu'il pouvait façonner à sa guise. À partir de ce moment, la gloire de Démétrius fut arrachée et remplacée par une humiliation systématique. Il ne combattait plus pour la foule dans le Colisée, mais pour un public restreint, le cercle intime de l'empereur. Là, dans des arènes privées conçues pour le divertissement personnel de Néron, Démétrius était exposé comme un objet. On le força à combattre nu, à affronter des combats préparés non pour honorer sa force, mais pour mettre en évidence sa vulnérabilité. Au lieu d'un héros, il était devenu partie d'un théâtre macabre où sa dignité était le spectacle. Le plus terrible n'était pas la douleur physique, mais la blessure invisible. Néron ne cherchait pas à détruire le corps de Démétrius, mais son esprit. Il voulait briser le guerrier invaincu et le transformer en quelque chose de pire qu'un esclave, un souvenir vivant de ce qu'il avait été et ne pourrait plus jamais être. L'arène, autrefois son royaume, était devenue sa prison. Et le lion du Nord, qui avait autrefois fait trembler Rome, rugissait maintenant en silence sous les chaînes d'un empereur qui voyait dans sa souffrance la forme la plus exquise de divertissement. Pour Néron, tout semblait sous contrôle. Il avait réduit le gladiateur le plus redouté de Rome à un simple objet de spectacle privé. Il croyait avoir brisé son esprit. Mais ce que l'empereur ne comprenait pas, c'est que l'esprit d'un vrai guerrier ne peut pas être enchaîné. Démétrius, dans la solitude de sa cellule, commença à forger une nouvelle forme de force, une force qui ne dépendait ni de l'épée ni de l'arène. Chaque nuit, avant de s'endormir, il fermait les yeux et retournait mentalement dans les montagnes de Thrace, aux rivières où il s'était entraîné enfant, aux batailles où il avait combattu aux côtés de son peuple. Ses souvenirs devinrent son refuge. Il créa des rituels silencieux. Avant chaque combat humiliant, il prenait une profonde inspiration et se répétait qu'il n'était pas l'esclave que Néron voulait montrer, mais le guerrier qu'il avait toujours été. Ainsi, même au cœur des mises en scène de l'empereur, il gardait intacte son identité. Mais il n'était pas seul. D'autres gladiateurs mutilés et esclaves du palais commencèrent à remarquer sa manière de résister. Ils voyaient comment Démétrius, bien que forcé d'obéir, gardait le regard ferme, sans jamais se rendre complètement. Peu à peu, cette attitude devint un phare d'espoir pour les autres. Un réseau de résistance silencieuse naquit alors. Il n'y avait ni armes ni conspiration ouverte, seulement des gestes, des regards et de petits rituels partagés. Un signe de tête dans l'arène, une respiration profonde dans les couloirs, un souvenir transmis à voix basse. Sans le vouloir, Démétrius devint un symbole de dignité face à l'oppression. Ce que Néron avait tenté d'utiliser pour le détruire sema finalement une étincelle de rébellion invisible au sein même de son palais. Et cette étincelle, avec le temps, s'embraserait en un feu qu'aucun empereur cruel ne pourrait éteindre. Alors que Démétrius résistait en silence dans les entrailles du palais, l'Empire romain commençait à se fissurer. Les légions en Hispanie, en Gaule et en Afrique se rebellèrent. Le Sénat, fatigué des excès de l'empereur, commença à conspirer en secret. La ville murmurait, Rome ne voyait plus en Néron un dirigeant, mais un tyran hors de contrôle. Et pourtant, au milieu de cette tempête politique, Néron semblait indifférent. Il se réfugiait dans ses spectacles privés, obsédé par la perfection de sa chef-d'œuvre, avec Démétrius. Il planifia même un dernier acte de cruauté,
un combat final où le Lion du Nord devrait affronter tous les gladiateurs mutilés du palais jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, pour être ensuite exécuté publiquement comme grand final de son règne. Mais l'histoire ne lui donna pas le temps. Le 9 juin 68 après Jésus-Christ, la garde prétorienne jusque-là fidèle, se retourna contre lui. Le Sénat le déclara ennemi public, et les troupes avancèrent vers Rome pour le capturer. Coincé, Néron s'enfuit du palais. Incapable d'affronter l'humiliation qu'il avait si souvent infligée aux autres, il choisit de mettre fin à ses jours. Ses dernières paroles, selon les récits, furent « Quel grand artiste meurt avec moi ». Une phrase qui résumait parfaitement son narcissisme jusqu'à la fin. À la mort de l'empereur, les chaînes invisibles qui retenaient Démétrius et de nombreux autres esclaves commencèrent à se briser. Les prisonniers furent libérés. L'Empire avait changé de main, et avec lui, la vie du gladiateur que Néron avait tenté de posséder pour toujours. La mort de Néron n'effaça pas immédiatement les cicatrices qu'il avait laissées. Démétrius fut libéré avec les autres prisonniers, mais sa liberté s'accompagnait d'un poids invisible, le souvenir de chaque humiliation, de chaque instant où il avait été réduit à un objet de divertissement. Le nouvel empereur, Galba, lui accorda une villa modeste en périphérie de Rome et ordonna à des vétérans de veiller sur lui, des hommes qui comprenaient bien ce que signifiait porter les traumatismes de la guerre. Là, loin des arènes, Démétrius trouva une paix relative. Mais bien que son corps fût soigné et guéri autant que possible, les blessures les plus profondes étaient celles que les médecins ne pouvaient réparer. L'esprit du Lion du Nord restait marqué par des années d'oppression. On disait souvent qu'il passait des heures en silence, regardant les montagnes comme s'il pouvait encore voir sa trace natale. Il mourut en 74 après Jésus-Christ, officiellement de cause naturelle. Il n'avait que 34 ans. Ceux qui le connaissaient disaient qu'en réalité, il mourut des blessures invisibles que Néron lui avait infligées, des blessures qui ne cessèrent jamais de saigner dans son esprit. Pourtant, sa vie ne fut pas uniquement une tragédie. Sa résistance silencieuse, son refus de céder sa dignité même dans les pires circonstances, en firent le symbole de quelque chose de plus grand, la preuve que l'esprit humain peut survivre même lorsque tout semble perdu. L'histoire de Démétrius et Néron est bien plus qu'un épisode sombre de l'Empire romain. C'est le miroir de deux forces opposées, d'un côté, la cruauté sans limite du pouvoir absolu, et de l'autre, la résilience inébranlable de l'esprit humain. Néron croyait pouvoir tout posséder, le corps, la gloire et même l'âme d'un guerrier. Et bien qu'il ait réussi à humilier Démétrius, il ne put jamais lui arracher l'essentiel, sa dignité intérieure. Car la véritable liberté ne se mesure pas toujours à des chaînes brisées ou à des murs écroulés, parfois, elle se mesure à la capacité de rester soi-même, même lorsque tout autour cherche à vous détruire. Démétrius mourut jeune, marqué par la tragédie, mais son héritage demeure. Sa vie est un avertissement éternel, le pouvoir peut briser les corps, mais jamais détruire complètement l'essence d'un homme qui refuse de se rendre. Et voici la leçon qui traverse les siècles, même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une forme de résistance silencieuse. Et toi, qu'en penses-tu ? Penses-tu que la dignité intérieure peut se maintenir même dans les pires circonstances ? Partage ton avis dans les commentaires et partage cette vidéo pour que davantage de personnes découvrent cette histoire. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour continuer à explorer ensemble les secrets les plus saisissants de l'histoire antique.